Pierre Mailloux, collaborateur de Radio Yves, immanquable. Quand Pierre n'est pas là une semaine ou une journée d'écart, je me le fais dire d'aplomb. Pierre Mailloux, salut. Oui, bonjour Yves. Je t'ai envoyé un petit texte hier et je pense que tu comprends un peu le gros de ma question. Et si tu veux, je vais le faire à ta place, simplement la mise en situation où, dans le texte que je t'envoie, je te parle d'un couple qui se retrouve chambardé du jour au lendemain par un grave accident de l'un d'entre eux qui est donc Mario, c'est l'homme du couple. Il devient impotent à 90% de son corps. Elle est obligée de s'en occuper. Il ne peut rien faire lui-même. Il ne peut pas manger. Bref, sa vie n'est plus véritablement une vie. En fait, on peut dire que son esprit existe, mais son corps est inerte. Elle devient vidée de la situation. Ils n'ont pas beaucoup de support du gouvernement, font face à la bureaucratie, et finalement, on les retrouve tous les deux morts, donc ils s'enlèvent la vie. Le tour de ma question est, est-ce que, puis je l'avais bien mis hier, le suicidaire vivant est-il quelqu'un qui est en sursis sur Terre? C'est-à-dire qu'il a en lui ce qui le fera devenir suicidaire, mais on n'a pas déterminé encore quand ce deviendra effectif pour lui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que le suicidaire est quelqu'un qui le sera toujours ou encore on peut le devenir? Non, on peut le devenir. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent amener quelqu'un au désespoir. Et c'est très variable d'une personne à l'autre. Alors, chaque cas est un peu un cas d'espèce, Yves. C'est une situation particulière. Écoute, là, tu parles de quelqu'un qui s'est découragé face à son problème et qui s'est enlevé la vie, et quelqu'un qui a suivi l'autre dans son désespoir, qui est devenu désespéré du désespoir de l'autre. Tu amènes quelque chose de gros là aujourd'hui avec ça. Dans le sens que on peut comprendre relativement facilement que l'être humain, à un moment donné, se décourage parce qu'il n'a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir que ça s'améliore, il se décourage de sa souffrance, etc. Et il peut arriver qu'une personne qui lui est attachée, et j'utilise le mot attaché sciemment, une personne qui lui est attachée, la suivre dans le trou. Ça peut arriver. Et tu sais, il y a toutes sortes de situations. On a un individu qui était manifestement découragé et qui avait créé un lien. Bon, à première vue, le lien est fort, le lien est noble, il s'aimait supposément beaucoup. Mais à deuxième vue, pas sûr que c'était de l'amour tant que ça. Me vois-tu venir un peu, là? C'est qu'il y a des individus qui vivent ensemble pour toutes sortes de raisons, qui forment toutes sortes de couples, y compris ce que j'appelle des couples fusionnels. Ils ne font plus qu'un. C'est dangereux, ce jeu-là, Yves. C'est dangereux, nous ne formons plus qu'un. Donc, tu vois là-dedans une forme de dépendance ou simplement une action qui voudrait combler un besoin. Je te parle de quelqu'un qui est en couple par besoin. Ben, dépendance et besoin, c'est synonyme, là. Oui. Il y a tout ça. On forme un couple pour 56 raisons. Souvent qui n'ont rien à voir avec une émotion amoureuse. T'as donc raison. Il y a des personnes qui rencontrent ce qu'ils appellent l'autre moitié, sans laquelle ils ne peuvent vivre. Et ça n'est un exemple, tout simplement. Alors, ce sont deux moitiés qui se sont rencontrées, et la plus grosse moitié a eu un accident d'auto. Et ça allait vraiment pas bien, leur affaire. Non. Ça allait pas bien son affaire à lui. Alors, l'autre moitié fait quoi dans ce temps-là?
C'est un cas assez particulier. Puis moi, je m'amenais, Pierre, j'y allais gros aussi. Je prenais un gros exemple. Parce que très jeune, et je le dis souvent, s'il y a un livre qui m'a marqué, j'en ai 52, j'ai lu ça, j'avais 15-16 ans, c'est Au nom de tous les miens de Martin Gray, où il voit à la fois ses parents, c'est-à-dire son père, sa mère et sa sœur, être exécutés par les Allemands devant lui, et les Allemands uriner dans les plaies pour faire souffrir davantage. En tout cas, il a vu l'enfer, il s'est caché dans les latrines allemandes pour pouvoir sortir de Treblinka. Il s'est caché dans le purin. Et quand il est revenu après-guerre, sa femme et ses 3 enfants, alors que lui était descendu en ville, vont périr dans l'incendie de sa maison. Et il veut toujours vivre. Voilà quelqu'un qui aura vécu tous les drames inimaginables de la vie, qui aurait pu amener le gars le plus solide à la fragilité la plus complète, mais son désir de vivre est toujours présent. Comment se fait-il qu'une autre personne vit un découragement et s'ensuit un suicide? Il n'y a pas de raison ferme à ça. On a des éléments, c'est que la nature, un peu comme chez les animaux, la nature a doté l'être humain d'une force intérieure plus ou moins grande. Ce que j'appelle, moi, la force intérieure, la force de caractère. Il y a des individus qui l'ont beaucoup plus que d'autres. Il y a des individus qui ont des personnalités, des traits de caractère beaucoup plus adaptatifs que d'autres. Il y a des individus qui ont eu la chance, dès le départ, d'être plus équilibrés, avec des mères plus équilibrantes. Il y a des individus, par exemple, qui ont eu la malchance de partir dans la vie en étant culpabilisés. En se sentant culpabilisé par une mère culpabilisante. Ça, là, c'est bien mauvais, Yves, partir avec ça. Parce que c'est de partir à -10 sur le fil de départ. Culpabilité. Alors, il y a des êtres humains qui, à cause de mauvais maternage, et je dis mauvais maternage, que ce soit de la part de la génitrice ou des gardiennes, partent avec, non seulement partent sur la ligne de départ, mais ils partent avec un arriérage. Alors, il est possible que le drame du couple, le couple tu réfères à Mario et sa conjointe, je crois, oui, ils sont exact. Saint-Félicien, hein? Voilà, tout à fait. Oui. Oui. Il est possible aussi que ce soit une femme qui avait été, possibilité, hypothèse, là, OK, qui avait été culpabilisée dès l'âge de 3-4 ans, se sentait coupable de tout parce qu'elle avait une mère culpabilisante. C'est à cause de toi, puis t'es donc maladroite, puis c'est ci, puis c'est ça, puis bon. Alors, si cette femme-là, qui a une fragilité à la culpabilisation, à se culpabiliser, à se sentir coupable, il se marie ou fait vie commune avec un homme, et il arrive quelque chose à l'homme, puis là, elle se sent responsable, elle se sent coupable, puis c'est sûr que ça va la fragiliser. Et si son conjoint devient désespéré au point de s'enlever la vie, ça se pourrait très bien qu'elle le suive. Parce qu'elle ne pourra pas survivre pas au décès du conjoint, à la culpabilité, à une émotion qu'elle pourrait ressentir. Entre autres, la culpabilité. Donc, on revient... Alors, on peut fragiliser. L'exemple que tu donnes, c'est un individu qui avait une force intérieure indéniablement, qui n'avait pas été handicapé par une mère incompétente au départ. Ça commence à faire un bon départ, ça, là. Ça fait du monde qui vont plus loin. Comprends-tu? Oui. Oui. Ils partent sur le fil d'arrivée de la vie et ils vont plus loin. Es-tu d'accord avec moi? Ils n'ont pas à partir de moins 40, tu comprends? Ils n'ont pas à partir à 200 pieds derrière le fil d'arrivée. Je comprends très bien. Le fil de départ. Mais es-tu d'accord avec moi ou oui. Je te demande pas. Pour te dire, es-tu d'accord avec moi, il faudrait que j'ai une thèse puis que je sois appuyé. C'est une impression que j'ai. À l'intérieur d'une personne, j'imagine que cette espèce de... Tu sais, des fois, on appelle ça une gate, cette espèce de barrière qui fait que tu ne dépasseras pas la limite. Il faut quand même avoir, à l'intérieur de soi, une voix
qui permet de se rendre au suicide. Tu sais, si tu l'as pas, tu sais, pour... Bon. Tu comprends? Là, tu soulèves un point. Là, il y a des études qui sont en train de se faire sur le comportement humain actuellement. Et il y a des études génétiques. Et effectivement, il y aurait des personnes prédisposées génétiquement à se décourager plus facilement que d'autres. Okay. À devenir désespérés plus facilement que d'autres. À contempler la mort plus facilement que d'autres. Et ce serait une espèce de prédisposition génétique qui sont dans certaines familles. Oui, t'amènes des points. Et là, il y en a, auparavant, on pensait que c'était la dépression, la fameuse dépression, qui veut tout dire, qui veut rien dire, qui conduisait au suicide. Maintenant, on découvre qu'il y aurait des prédispositions génétiques, et aussi des concoctions de caractère. Il y a des individus qui sont mal équipés dans leur trait de caractère pour faire face à la vie. C'est quelqu'un, par exemple, qui aimerait courir, mais malheureusement, il est amputé des deux pattes. Ça donner, tu comprends? Très bien. Oui. Alors, si tu es amputé des deux pattes, fais autre chose que de vouloir courir à pied. D'accord, il y a eu Pistorius, il s'est fait adapter 2 prothèses, mais ça pourrait même être un exemple du propos que je viens de mentionner. Oscar Pistorius, il a beau avoir couru, il est amputé des deux jambes, puis ils ont mis des prothèses, puis il court, puis il courait vite, tu comprends, avec ses lames de ressort. Tout à fait. Maintenant, il en demeurait pas moins qu'il est un cinglé. Oui. Tu comprends? Oui. Terry Fox. Tu peux donner cet exemple-là, qui a perdu une jambe, qui était un grand sportif, et puis il a décidé de courir le Canada, tu sais. Ça a été sa réaction. Oui, ça, c'est un peu différent. Lui, il a eu un cancer, et il a sublimé ça. Il a sublimé ça dans une œuvre humanitaire, Terry Fox. Oui. Il en a fait un exemple. Pistorius, puis je pense pas que... Vois-tu, Terry Fox semblait être un individu extrêmement attachant, aimable. Oui. Alors que le portrait qu'on brosse de Pistorius, c'est pas un portrait d'amabilité, n'est-ce pas? Non, la carrière un peu. Ah, c'est un maudit tannant. Ouais. C'est un bel exemple, ça. Je pense que ça en est un. 2 individus amputés, puis il y en a un qui a un bon caractère, qui a une bonne bouille, qui est aimable. Le monde, partout où il arrêtait, Terry Fox, il n'y a pas grand monde qui l'a oublié. Tandis que Pistorius semblait être détestable, même avant qu'il tue sa conjointe. Écoute, l'histoire... Alors, je pense qu'on peut dire de toute évidence qu'il a tué sa conjointe. Est-ce que c'est ce qu'il voulait ou c'était accidentel? C'est là qu'est le débat. On peut dire que il a vraiment tué sa conjointe, qui était belle comme un cœur. C'était un mannequin. Oui. On se partage ensemble. Et les témoins viennent établir en cours ses traits de caractère, c'est-à-dire ses façons de réagir coutumières. Et c'était un méchant tyran. Alors, la mannequin, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec, mais elle était avec un homme qui n'était pas aimable dans son tempérament. Il avait un maudit tempérament détestable. Il était agressif, il était méprisant, il était contrôlant, il faisait le genre. En tout cas, le portrait que les témoins en brossent, c'était pas un individu agréable à vivre, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'elle faisait là, elle? Et on se demande tous s'il y avait vol à l'intérieur de nos résidences, si notre réponse serait tirer puis de pistoler avec une arme à feu avant de s'informer puis au moins voir ce qui se passe. On tire à travers une porte. Hein. Oh, là, t'amènes un autre élément, par exemple. Je dois t'avouer bien humblement qu'il ne faudrait pas que j'aie l'impression que quelqu'un soit de l'autre côté d'une porte en train de vouloir la forcer pour me voler. Je suis loin d'être sûr que j'irai ouvrir la porte. Maintenant, dans la salle de bain, c'est une autre affaire. La porte extérieure est une chose. La salle de bain en est une autre, là.
Et puis, il est malvenu d'aller chez... Il est malvenu d'aller chez toi pas averti, parce que j'ai vu ta grosse femelle allemande, ton berger, et puis d'après moi, ça ira pas bien, là. Non, j'ai déjà... j'ai certains antécédents qui laissent croire que j'aime pas les intrus, puis ils l'ont compris. Non, j'ai déjà... Il y avait, en 1985, dans ces années-là, 83, je crois, il y avait des skidoo qui coupaient nos clôtures sur nos terres à Saint-Basile, pas loin de Québec, dans le comté de Portneuf. Oui. J'avais acheté avec mon frère plusieurs fermes, et il y a des skidoo qui s'amenaient des pinces et qui coupaient nos broches. Comprends-tu? Ben oui. Des broches piquantes, là, La barbelée. Des barbelés. Mm-hmm. On mettait des barbelés pour clore nos champs parce que les voisins avaient des animaux. Alors, on mettait des broches barbelées. Et il y a des crottés des honorables citoyens. C'était des honorables citoyens qui, arrivant devant ces clôtures-là, s'amenaient des pinces, puis ils les coupaient, puis ils passaient. Et les barbelés, ça, c'est raidi, hein? C'est raidi avec un petit palais, là, pour donner une tension très forte, pour que ça tienne les clôtures. Et là, les petits pics qui sont après les barbelés passaient dans les crampes, et c'était une maudite aria de réparer ça chaque printemps, parce qu'ils coupaient, mettons, ils pouvaient le couper une place, puis 200 pieds plus loin, ben là, il y avait un autre cave qui coupait, parce que lui, il voulait passer à telle place dans les champs, on avait plusieurs terres. À un moment donné, c'est moi qui réparais les clôtures le printemps, je me suis tanné. Et là, on a passé le mot au club de skidoo qu'on ne voulait plus qu'ils coupent aucune broche sur nos terres. Et ils l'ont fait pareil. Alors moi, j'ai appelé la police, et puis la police me dit, ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut pas les courir après eux dans le champ. Je dis, je vais m'en occuper. Et je me suis en allé sur une des terres, dimanche après-midi, avec une 303 chargée. Et j'ai arrêté les deux premiers skidoo qui se sont présentés, sans pointer l'arme sur eux, et j'ai pris leur nom. Tout simplement. Et ils ont compris que c'était fini. Et après ça, pendant 12 ans, il n'y a plus personne qui a recoupé les broches. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a des individus qui sont capables de se défendre, effectivement. Oui. Maintenant, il y a une différence entre être convaincu qu'il y a un voleur qui veut rentrer dans ta maison et il y a un voleur qui est caché dans ta salle de bain. C'est ça. À travers la porte, tu sais, avec une arme à feu. Toi, tu l'as bien dit, t'as pas mis personne en joue. Mais Pierre, revenons à... Non, mais il n'aurait pas fallu qu'on m'écœure, mais ce qui arrive, c'est que dans le tas de Pistorius, soyons bien conscients qu'il a tiré à travers la porte de la salle de bain. Ben oui. Attends un petit peu, là. C'est pas un voleur qui voulait entrer dans sa propriété qui semblait être bien gardée. C'est une espèce de paranoïaque, ça, ce gars-là. Ouais. Et il y avait des systèmes d'alarme et tout ça. Donc, alors, comment un voleur aurait-il pu être dans sa salle de bain sans avoir déclenché le système d'alarme des deux portes ou de la porte d'entrée, n'est-ce pas? Effectivement. Pierre, je suis en train de regarder... Au niveau de la défense, c'est un peu cousu de fil blanc. Oui. Pierre, je suis en train de regarder, et puis on discute et on échange ensemble, et puis souvent, on en revient à ça, et je te dirais que tu es pragmatique là-dessus, et puis t'as pas tort non plus, on cherche de grandes explications, mais... Et tu sais, on faisait une farce avec ça l'autre fois en disant « Salut les tarés et les gens qui avaient des torts », mais une personne... en proie, on en parlait tantôt, au suicide, glisse dans des faiblesses qui sont en elle. Tu sais, je disais tantôt... Attends un petit peu, mais là, je te suggérerais de le mettre dans l'autre ordre. C'est que la personne qui est porteuse de faiblesse peut glisser vers le suicide. Vers le suicide. Plus facilement ou avec moins de souffrance qu'un autre. Qu'est-ce que... est-ce qu'on peut pallier, tu sais, il y a beaucoup... de sensibilisation là-dessus. Au Québec, on a la fédération et tout, de prévention du suicide, d'appel. Est-ce que je peux pallier au suicide? Est-ce qu'on peut le prévoir? Est-ce qu'on peut contrer ce phénomène-là qui est celui du suicide? Puis ma prémisse ce matin, c'était ça. C'est un couple qui décide de s'enlever la vie et les deux se retrouvent avec le même, je te dirais, marasme et découragement. Puis surtout non plus, oublions pas, là, c'est l'apogée. Concrètement,
effectivement, il y a des agents de la CSST et des agentes, il y a des agents de la CSST, je vais le mettre au féminin, parce que j'ai jamais vu un homme à date dans ma carrière. Alors, ce sont presque uniquement des femmes, les agents de la CSST et des agents de la SAC qui vont amener régulièrement des accidentés de la route ou du travail au bord du suicide. Alors, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a des agents de la CSST et de la SAC qui, de par leur comportement non accueillant et leur incompétence, vont amener régulièrement des accidentés de la route et du travail au bord du suicide. Ça fait 35 ans que je suis en business, je sais ce que je dis. Alors, j'ai fait tellement d'expertise et on parle de plusieurs centaines de cas. Et dans les plusieurs centaines de cas que j'ai évalués qui avaient des problèmes avec la SAC et la CSST, la majorité avait été ou était suicidaire. Alors, ce qui est arrivé à Saint-Félicien n'est aucunement une surprise. Parce que la SAC et la CSST est le pire domaine de désespoir que ces deux organismes paragouvernementaux-là engendrent, le pire désespoir, c'est chez les commotionnés cérébraux. Les individus qui ont des commotions cérébrales au travail ou sur la route, suite à des accidents, particulièrement les whiplash, sont malmenés, ignorés, voire même méprisés par les agentes de dossier de la CSST et de la SAC, Yves Landry. Tu veux dire qu'on ne les écoute pas, on ne le croit pas, et ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont pas de correction, ils n'ont pas de support, ils n'ont pas d'aide. Écoute, Pierre, mon problème est que je peux vivre... Exactement. Ce que tu viens de dire, là, et tous les mots que tu viens de dire sont exacts. Mais mon problème, Pierre, c'est que pour un individu, puis c'est ce que je t'amenais tantôt, rien ne m'amènera au suicide. Et pour d'autres... perdre son toutou. Rien ne m'amènera au suicide. Yves, fais attention, là. Ben, on parlait des gens de l'armée l'autre fois, là. C'est une réaction à géométrie variable. C'est un gros élastique, là, qui peut s'étirer beaucoup. Alors, ça varie la résilience, la capacité d'accepter la souffrance et la misère varie énormément d'une personne à l'autre, mais on a presque tous notre point là. Soyons prudents. Oui, il y a des individus qui, quoi qu'il arrive, vont tenir à la vie. Oui, ça peut arriver, mais ils sont pas nombreux, là. Ah non? Non, c'est pas majorité, là. Tu sais, c'est un peu comme... on a tous notre prix. Oui, je comprends. Alors, face à la, voyons, pas la collision dans le chose, face à la dépression, au découragement. Non, j'allais chercher, je cherche un mot, là. Le fait d'acheter quelqu'un, le fait de... La collusion. La corruption. La corruption. Alors, face à la corruption, l'exemple est le même. Alors, face au suicide, ou face à la propension au suicide, et face à la corruption, c'est la même chose. Il y en a qu'avec un petit 2000 $, tu peux même les amener à aller tuer quelqu'un. OK. Puis il y en a d'autres, ça va prendre 3 millions. Mais on a à peu près tous un peu notre prix face à la corruption. OK, on a tous un clapet et il est appelé à ouvrir à un moment ou à un autre selon la résistance de son ressort. Si on veut l'imaginer. Oui, exactement. Mais il y a quelques incorruptibles. Oui. OK? Mais il n'y en a pas beaucoup des incorruptibles, Yves. OK, parce que tu sais, je te donne un autre. Chacun a son prix. J'ai l'habitude de dire, il y en a qui coûtent simplement plus cher que d'autres. Ouais, je te donne un exemple, la dame de Alors, d'espérer naïvement que on va mettre des politiciens en poste et on va mettre des fonctionnaires en poste. Ils vont tous être incorruptibles. C'est un petit brin rêvé en couleur. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple d'une dame de Trois-Rivières qui a la maladie mangeuse de chair. Alors, elle est coupée des 2 bras et des 2 jambes.
Ouais. Et je la voyais à Denis Lévesque il n'y a pas longtemps, refait sa vie, rappris à marcher, veut vivre, même sa bouche a été modifiée, son aspect. C'est une femme qui mange la pire des volées parce que son corps est transformé, même son visage. Et en plus une artiste, une peintre. Une femme qui avait en elle des qualités exceptionnelles lui permettant de réussir, de s'affirmer, voir le résultat de ce qu'elle pouvait faire aussi. Bref, elle a tout perdu ça. Et je vois encore la volonté et le goût de vivre en elle, sans bras et sans jambes, du jour au lendemain avec des enfants. Alors, jamais pour elle, il n'y aurait eu une lueur qui l'indiquait de se diriger vers le suicide et de passer à l'acte. Hey, c'est flayant, sacrément. Moi, ce que je crois, c'est que si tu n'as pas cet accent-là, tu pourras jamais le rendre effectif. Tu pourras jamais le développer. Oui. Alors, c'est un autre cas où, écoute, deux éléments, intrinsèque, extrinsèque, intérieur, extérieur. Alors, de l'intérieur, une force de vivre incroyable, mais aussi, de l'extérieur, un accompagnement incroyable. OK, oui, c'est vrai, son chum. Si les deux se rencontrent, oui. Tu vas avoir des personnes qui vont aller loin. Mais, comme l'expression anglaise le dit, there are only a few. Il y en a juste quelques-uns de ça. Alors, tu le cites en exemple ce matin, précisément parce que c'est une exception. Oui. Alors, un peu comme des individus vont avoir un prix extrêmement élevé ou une probité mur à mur. Il y a des individus qui sont honnêtes, qui prendront jamais une scène. Ça existe. Mais ils sont peu nombreux. De la même façon, il y a des individus qui vont subir des épreuves de vie incroyables et conserver le goût de vivre. Ils sont seulement quelques-uns. Maintenant, comment peut-on, par exemple, avec quelqu'un qui va avoir plus de propension au découragement, au désespoir et aux idées suicidaires, c'est de l'entourer. Ce sont les facteurs extrinsèques à ce moment-là qui vont jouer. Comment l'entourer, lui faciliter la vie, être disponible, sans l'infantiliser, pour le supporter. Comment le supporter? Et oui, ça existe, ça. Et dans le cas de Saint-Félicien, ça se pourrait très bien que c'était deux individus qui avaient pas une grosse force intérieure, deux demi, comme je les ai appelés respectueusement tantôt. C'était deux demi qui, avec un peu de support, un peu de compréhension de la part des intervenantes de la SAC, c'est un accident d'auto qu'ils ont eu. Hein? Oui, exact. Lui a eu un accident d'auto, un grave accident d'auto. Ouais. Oui. Alors, plus de compréhension, plus de support, les deux auraient pu continuer à mener une existence relativement sans problème. Alors, c'est un bel exemple. Ouais. Et je n'ai aucune hésitation, aucune crainte ce matin à jeter une grosse pierre du côté de la SAC. Parce que la Société de l'assurance automobile du Québec a un historique peu reluisant de mauvaise prise en charge des accidentés de la route. Et je pourrais vous en donner des centaines d'exemples. Pas 3-4 cas, pas 10, des centaines uniquement dans ma pratique. Alors Yves, ça commence à être significatif, là. Donc, des gens qui ne sont pas écoutés... Les agents de la CSST, là, c'est madame n'importe qui s'en va là. Tu comprends-tu? C'est madame n'importe qui décide du sort d'êtres humains fortement handicapés. Oui. Dans mon cas, moi, c'est une jambe que je me suis fait arracher. Fait que c'était non discutable. Oui. Mais pour tous ceux qui ont eu des commotions cérébraux ou de multiples problèmes, et oh là là, je t'assure que, ça vole pas haut, madame les agents de la CSST puis de la SAC. Aucune formation. Elles peuvent être, comme des puis elles peuvent être harcelantes. Elles traumatisent souvent, j'ai remarqué, que par leur maudit téléphone, elles traumatisent les victimes d'accidents ou d'accidents d'auto ou de travail.
appeler. Puis là, elles notent ça dans leur cahier, puis elles questionnent l'invalidité de la personne. Mais oui, mais c'est comme s'ils étaient des médecins. Ben oui, mais comment ça se fait que vous pouvez faire ça? Puis comment elles remettent en cause, elles remettent en doute. Hey, les personnes viennent de la défensive, là, ils raccrochent, ça pleure comme... Mais il n'y a pas lieu... attitudes. Il n'y a pas lieu à ce moment-là d'avoir un diagnostic qui vient d'un médecin et qu'il n'est pas discutable. Oui, mais ils ne tiennent pas compte. Puis les médecins, là, ces cas-là, ils ne veulent pas s'en occuper. C'est tannant. C'est tannant, mon homme, là. Puis là, ben oui, mais votre médecin vous a dit à l'affaire, puis comment ça se fait que votre médecin, puis puis... Et puis là, il le pousse dans le dos pour les réhabiliter. Écoute. Réhabiliter quelqu'un qui a eu une commotion cérébrale. T'as vu ce qu'ils ont fait avec Sidney Crosby? Oui. Il était 1 an arrêté, Sidney Crosby, suite à un petit, pas un accident d'auto, pas un accident de travail, un coup d'épaule. Oui. Un petit coup d'épaule, puis mon Sidney Crosby était 1 an sans jouer. Ils en ont pris attention, il valait cher. Il dans le dos pour revenir au hockey. Non. C'est le contraire, on lui a dit, écoute là, tu as eu une commotion, il faut s'assurer que quand tu vas revenir, ton cerveau, tes neurones vont vraiment être bien guéris. Sinon, mon homme, ta carrière est finie. Alors que, pour les commotionnés cérébraux, la CSST et la SAC, ces deux poulaillers de bonnes femmes ont l'attitude exactement inverse. 2 semaines après une commotion cérébrale, là, les poules commencent, puis ils poussent dans le dos. Ben oui, mais vous n'avez pas perdu connaissance, puis... Hey, ça finit plus. C'est incroyable. Elle questionne les diagnostics médicaux. Elle questionne les rapports médicaux. Puis c'est des bonnes femmes omnipuissantes et issues de nulle part. C'est des n'importe qui, ça, là. T'as pas idée de l'expérience de vie que j'ai avec ces 2 organismes-là sur plusieurs centaines de cas. Au fil des... Seulement à moi, là, dans ma pratique, là, que je vais reprendre, soit dit en passant, le 1er mai, je suis supposé être réinscrit au tableau de mon ordre professionnel le 1er mai, Yves. Oh, ça approche. Peux-tu croire que, juste dans ma petite pratique de psychiatre à Trois-Rivières, j'ai au moins, en suivi régulier, une 40aine de cas de commotion cérébrale survenus dans des accidents d'auto ou accidents de travail? Est-ce que tu savais ça? Non. Une 40aine juste à moi. C'est bon. Et une 40aine problématique. Sacrement, t'as pas idée le nombre d'heures que je passe pour aider, défendre, protéger, supporter ces personnes-là. C'est un cri d'alarme que je vous dis à matin. C'est terrible, les amis. Et le texte appuie ce que tu dis. On écrit au fil des mois, les ennuis de la SAC se sont multipliés, tout était compliqué. 1 an après l'accident, leur maison n'était toujours... Sur les 40, Yves, oui. Ça peut pas être 40 folluettes. Je pense qu'ils ont tous été suicidaires ou le sont, à des degrés différents. Leur maison n'était toujours pas adaptée, les cadres de porte n'étaient pas élargis pour la chaise roulante. Non, c'est même pas ça. C'est juste un peu de paix. Les crises de bonnes femmes, arrête pas de les appeler. Puis commotionné cérébral, il faut que tu te justifies. Le texte dit... Tu réalisé, t'as pas toute ta tête, elle arrête pas de te questionner, la maudite. Le texte dit, la SAC a agi sans aucune compassion, ils attendaient qu'il se décourage. T'as pas idée le nombre de cas où j'ai défendu devant le tribunal administratif du Québec ou devant la commission des légions professionnelles ces cas-là. Si la SAC, pas de bon sens. Si la SAC leur avait rendu la vie... Ils veulent s'en débarrasser. Ils les prennent pour des fraudeurs. Puis les personnes, quand tu as une commotion cérébrale, Yves Landry, la première chose que tu peux pas faire, sacrement, c'est de te défendre. Ben oui, c'est évident. Si la SAC... Là-dessus, Marc Bellemare a raison. Si tu es commotionné et tu es fortement handicapé, la première chose, tu pourras pas te défendre. Si la SAC leur avait rendu la vie plus facile, les choses auraient pu se passer autrement. Il faut avoir... La SAC, la jambe de dossier, Deuxièmement, les maudits experts, les médecins experts vendus qui se putassent.
qui se putasse professionnellement pour la SAC et la CSST. C'est un petit club écoute, ça n'a pas de bon sens. Je vais ce qui arrive, d'un côté, je le déplore, mais j'aime ça me battre pour ce monde-là. T'as pas idée de tous les succès que j'ai eus. Hey, le Collège des médecins, il a des raisons de vouloir se débarrasser de Mailloux. Mailloux devant un tribunal administratif, là, contre un médecin putain, là. Oh, que c'est pas drôle, Yves Landry. C'est pas drôle pour le médecin. T'as pas idée? Il y en a qui ont mangé le bois assez que il y en a plusieurs. Quoi? Mailloux va être là? Ah, il se présente pas. Non, parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu des expériences traumatisantes, entre guillemets, contre Mailloux devant les tribunaux. Parce que comme expert, là, hey boy, je fais du travail clean, bien fait, précis, exact, rigoureux. Alors quand j'arrive devant les tribunaux avec le verbe acéré que j'ai, que tu me connais, Yves Landry, je suis comme une lame de rasoir dans une livre de beurre. Donc, plusieurs qui n'avaient pas de réponse en ont trouvé, mais ont dû passer par ton concours pour en avoir, sinon rien ne se résorbait dans leur cas. On dit ici que la douleur... Tous ces cas-là auraient été flushés, auraient perdu tous les cas. Là, écoute, c'est des centaines de cas dont j'ai préservé l'indemnité de CSST ou l'indemnité de la SAC, et qui plus est, ont été indemnisés pour leurs séquelles permanentes de façon beaucoup plus juste. Okay. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, une femme qui travaille dans un dépanneur, il y a un crotté, un hostie de crotté, qui entre dans le dépanneur, prend une grosse bouteille de vin d'1 litre et lui varge sur la tête jusqu'à temps qu'elle soit à terre, croit qu'elle est morte. Et de ses propres dires. Et il y a un crosseur, un psychiatre crosseur, putain, employé par la SAC, qui lui donne 5% de séquelles permanentes à son système psychique. Et on a les photos à l'appui, photos du visage, multiples fractures, tous les rapports de radiologie, multiples fractures du massif facial. Écoute, il l'a vargé dessus avec la grosse bouteille d'1 litre, là, et il l'a laissé pour mort à terre. Peux-tu croire qu'il y a un crosseur de neurologue de Québec qui est maintenant décédé, je n'ose pas le nommer, le maudit. Écoute, il a voulu me battre. Il a voulu me battre suite à mon témoignage. J'ai dit, lâche-toi. Et il avait dit, écoute, elle n'a rien eu, elle n'a même pas perdu connaissance. Alors qu'on avait le témoignage du crotté au policier qui a dit, je l'ai laissée à terre, je croyais qu'elle était morte. Et peux-tu croire que le neurologue, à la solde de la CSST, parce que c'était considéré comme un accident de travail, lorsque survenu au travail, a dit que, écoute, elle pouvait pas avoir été commotionnée, Yves, elle pouvait pas avoir été commotionnée, elle n'avait pas perdu connaissance. Deuxièmement, un psychiatre l'évalue et lui octroie 5% de séquelles permanentes au système psychique. Ouais. C'est pas beaucoup. Alors que moi, j'ai fait une évaluation, et sais-tu comment je lui ai octroyé? 35%. Et là, regarde bien la suite. Là, la CSST l'envoie chez un autre crosseur de Québec, psychiatre crosseur à la solde de la CSST, il lui donne 5%. Lui aussi? Oui, elles sont deux. Puis moi, je reste à 45%. Et la CSST, un peu hésitante, parce qu'il y avait une photo, puis moi, je tenais mon bout. Ils ont eu des doutes. Avant d'aller devant la CLP ou le TAC, c'était le TAC ça, qui jugeait ça, ils ont dit, OK, on va l'envoyer voir un autre psychiatre du BEM, du Bureau d'évaluation médicale. Fait que lui, il regarde ça, il regarde la patiente, puis il monte à 15%. Alors là, on a 2 crosseurs à 5, on a le psychiatre du Bureau d'évaluation médicale de la CSST qui dit non, je pense qu'on va grimper ça à 15. As-tu pensé le désaveu des 2 crosseurs initiaux? 5 à 15% de séquelles permanentes du système psychique, c'est gros, là. Alors, on est allé avec Feu Laurence Corriveau, qui était sur son lit de mort à l'époque. C'est lui qui avait le dossier.
On est allé devant le TAC. Il a envoyé une avocate junior de son bureau qu'il coachait à partir de son lit de mort. Il mourra 2-3 semaines après. De son lit de mort, il a coaché son avocate junior. On est allé devant le TAC et la patiente a obtenu 45% de séquelles permanentes à son système psychique. Des cas comme ça, là, je pourrais t'en amener une ribambelle, Yves Landry. Alors, elle a été indemnisée à vie, parce qu'elle n'était pas capable de travailler, et elle a reçu un certain montant d'argent d'indemnité qui est alloué lorsque ça va par pourcentage. Tu sais, 5%, c'est quelques milliers de dollars, 15%, c'est beaucoup plus, puis 45%, ben, c'est quelques dizaines de milliers. C'est pas des montants énormes. Qui n'est pas énorme, mais non. Ça fait la différence. Mais tout ça pour te dire, l'élément de base, il y a 2 psychiatres qui se sont putassés de façon éhontée à la solde de la CSST pour priver cette dame-là qui avait été battue à mort. Mais Pierre, ce que ça prend... Mais Pierre, ce que ça prend pour ça... complètement invalide, prise en charge par ses parents. Mais Pierre, ce que ça prend pour ça, c'est de la mauvaise foi. Et je peux pas croire que quelqu'un professionnel peut être acheté. Tu disais tantôt qu'on a tout un prix. Là. Vois-tu, dans ce cas-là, ce que je veux te dire, c'est qu'on aurait pu chialer contre la CSST. Oui. OK? Mais les agentes de dossier, dans ce dossier-là, ont été, suite à ma position très ferme, elles ont été dubitatives. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oups, hey, Yves, il y en avait 2, sacrement, à 5%. Puis moi, à 45%. C'est tellement loin l'un de l'autre qu'il y a quelqu'un qui est dans le champ. Mais ils étaient 2, les 2 maudits psychiatres croutons de Québec. Pierre... C'est terrible, ça, Yves, cette situation-là. C'est scabreux. C'est pas scandaleux, c'est scabreux. Faut se laisser, Pierre. Ces 2 sacrements-là, ils font encore des expertises pour la CSST puis la SAC. On se laisse là-dessus. Là, il y a un problème. Là, il doit y avoir une enquête. Et Yves, je pense que tu pourrais même exiger une enquête publique sur le rôle des médecins experts auprès de la CSST puis de la SAC. Il y a tellement de monde qui viendrait témoigner là d'horreurs qu'ils ont vécues, comme celle que je viens de te décrire. Parce que des gens sont de mauvaise foi? Oui, des professionnels. De mauvaise foi? Oui, gagnent de la grosse argent à être complaisants pour la CSST et la SAC au détriment des accidentés. Pierre, est-ce que je dois répéter cette phrase-là? Oui, on l'a bien entendu. Pierre, on doit se laisser. Oui, bye. Merci à toi, au plaisir. Bye.